Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente Marianne Tremblay, animatrice et intervenante pour cet organisme, et je serai animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet plus sensible, mais nécessaire, soit les violences à caractère sexuel en contexte LGBT. Vous êtes donc un public averti. On reçoit Roxane Hébert, agente de développement socio-communautaire pour Diversité 02. Bonne écoute! Allô, Roxane? Allô? Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Toi? Oui, ça va très bien. Écoute, je te laisserai te présenter. Oui, bien dans le fond, moi, c'est ça, comme tu disais, c'est Roxane Hébert. Moi, je travaille à Diversité 02 depuis novembre dernier, en fait. J'ai été engagée comme chargée de projet en prévention des violences, plus spécifiquement au niveau des violences à caractère sexuel. J'ai travaillé auparavant pendant 10 ans auprès des victimes d'actes criminels, donc c'était une belle suite là, logique pour moi de venir faire des projets au niveau de la diversité sexuelle et de genre, plus spécifiquement au niveau des agressions dans un contexte LGBT. Donc, voilà. Puis dans le cadre de mon travail, en fait, j'ai monté sur pied une formation qui est plus spécifique, qui s'appelle « Les violences à caractère sexuel dans la communauté LGBTQ+, donc dans un contexte LGBT, donc qui est mis en place là, depuis quelques mois maintenant, puis qu'on offre aux gens. Puis c'est pour qui, en fait, cette formation-là? C'est quoi le contenu environ? Bien, en fait, là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, des fois, dans certains milieux, des manques de connaissances ou peut-être un manque de visibilité pour les personnes qui ont vécu ou qui vivent des agressions à caractère sexuel dans un contexte LGBT, puis que les interventions dans les milieux n'étaient pas toujours adaptées ou inclusives, ou c'est pas toujours de la mauvaise intention, mais des fois, c'est peut-être juste un manque d'information pour certaines particularités, pour certaines minorités, en fait. Donc, cette formation-là s'adresse vraiment aux professionnels, finalement, qui sont susceptibles de recevoir un dévoilement d'une agression à caractère sexuel d'une personne de la communauté LGBTQ+. Donc, comment être un bon allié, comment intervenir adéquatement, comment avoir des pratiques inclusives pour aller rechercher toutes ces particularités-là, finalement, qu'on voit moins ou qu'on entend moins parler. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire ressortir les particularités que ça peut prendre chez les personnes de la communauté. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc, ça peut être autant des intervenants, intervenantes, travailleurs sociaux, psychologues, ça pourrait être aussi partenaires policiers, avocats, ça pourrait être aussi dans les écoles, les profs. Donc, vraiment, là, puis ça peut être très large. On pourrait l'élargir encore au niveau de la santé. Donc, vraiment, c'est toutes les personnes susceptibles de recevoir un dévoilement, finalement. OK. Puis, justement, tu me parles des particularités au niveau des violences sexuelles. Ça ressemblerait à quoi, les particularités, dans un contexte LGBT, dans le fond, en lien avec les violences à caractère sexuel? Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir vraiment plusieurs particularités. La première, je dirais que c'est souvent de reconnaître, premièrement, qu'on a été victime d'une agression à caractère sexuel, parce que le modèle qu'on voit ou qu'on entend parler le plus souvent, on voit souvent un homme qui est en position de personne qui agresse et une femme qui est victime. Donc ça, c'est vraiment le message véhiculé dans la société, puis c'est ce qui est le plus souvent représenté. Donc, quand on a, par exemple, affaire à un couple de femmes qui a une agression à caractère sexuel, bien, c'est comme si on a tendance à penser que ce n'est pas nécessairement une agression, puis même la personne qui subit l'agression elle-même fera peut-être même pas le lien qu'il y a agression. Ou même chose, couple homme-homme, personne, tu sais, vraiment, c'est que ça déconstruit un peu le modèle collectif qu'on a en tête de qu'est-ce que c'est qu'une agression. Puis l'agression sexuelle n'est pas souvent ou toujours très, comment je pourrais dire, c'est pas toujours si évident de voir les signes. Tu sais, des fois, on voit souvent dans les séries une agression qui est dans une ruelle avec un inconnu, mais des agressions, ça peut prendre toutes sortes ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être fait sur plusieurs mois, plusieurs années, on ne voit pas nécessairement, ça peut être des textos, ça peut être du harcèlement. Donc, vraiment, la particularité serait de ne pas être représenté
Dans la sensibilisation, dans le fond, qui est dans faite la sensibilisation, de ne pas être représenté en tant que victime. Dans les couples hommes-hommes, on peut avoir des réalités. Là. On pense au site Grindr, par exemple. On sait qu'il peut y en avoir beaucoup. Des fois, là, je nomme celui-là, mais il peut y avoir plein d'autres sites d'images non sollicitées là, qu'on peut recevoir, qui pourrait être une forme d'harcèlement aussi. Là. Donc, il y a... Excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste expliquer c'est quoi ce genre de site-là? Ben, en fait... Pour ceux qui ne connaissent pas. Ben, en fait, c'est un peu... mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, c'est un site de rencontre. C'est un site de rencontre, effectivement. Puis des fois, il peut y avoir... pour avoir rencontré des gens, je sais que des fois, on peut avoir des photos, par exemple, de parties intimes qui sont non sollicitées sans avoir le consentement de la personne. Puis ça, ben, c'est ce site-là, mais ça peut être sur n'importe quel autre site de rencontre là, qu'on a. Ça peut être Tinder. Donc, recevoir des images, ben... des fois, on sous-estime l'ampleur des conséquences que ça peut avoir chez une personne. Donc, voilà, c'est sûr qu'il peut... Premièrement, cette particularité-là de juste reconnaître que j'ai été victime, ben ça peut être déjà très difficile. L'autre chose aussi, je dirais, pour les personnes de la communauté... On parle d'un dévoilement, d'une agression à caractère sexuel, mais pour les personnes de la communauté, on peut parler d'un double dévoilement, même d'un triple dévoilement. C'est-à-dire que, premièrement, pour une victime qui ne fait pas partie de la communauté, on dévoile une agression. Sauf que... C'est déjà difficile. C'est déjà extrêmement difficile. On est déjà beaucoup plus vulnérable. Peur du jugement. Exactement. Puis peur de ne pas être cru. Donc, c'est déjà difficile. Mais là, c'est que dans ce contexte-là, on ajoute des couches de vulnérabilité dans le sens où, en plus de dévoiler l'agression que j'ai vécue, mais je dois aussi dévoiler souvent, pas toujours, mais souvent mon orientation sexuelle. Ça arrive pas toujours dans un contexte LGBT, mais souvent, c'est que ça va être dans une relation où est-ce que je dois dévoiler mon orientation sexuelle. C'est pour ça qu'on parle d'un dévoilement d'agression, mais aussi un dévoilement d'une orientation sexuelle. Ça pourrait arriver dans un milieu LGBT, un bar ou, tu sais. Donc, ça vient avec un dévoilement. Pour les personnes trans, les personnes non-binaires, on peut parler d'une troisième couche qui est de dévoiler aussi son identité de genre. Donc, de dévoiler à la fois mon orientation sexuelle, l'agression, mais aussi... Bon, ben moi, je suis une personne trans. Parce que, tu sais, des fois, c'est des gens qui sont en transition, donc c'est pas nécessairement déjà nommé. Fait que Non, c'est exactement, mais de porter plainte, d'aller au policier, d'aller à la cour criminelle, ben ces personnes-là vont penser à tout ce qui s'en vient, puis l'historique avec les corps policiers, avec la justice, tout ça. Il y a beaucoup de personnes, on sait les lois, hein, c'est assez récent, les changements au niveau des lois pour les personnes de la communauté, la légalisation de l'homosexualité, tout ça, c'est encore des dates qui sont très récentes. Fait que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de craintes par rapport aux personnes de dénoncer en lien avec tout ce bagage-là. Puis c'est difficile d'aller déjà témoigner ou d'aller faire une déclaration à quelqu'un, mais en plus d'aller exposer sa vie intime et son identité de genre, parce que là, souvent, ça vient un peu dans l'histoire racontée des faits, là. Donc, des fois, on doit l'aborder. Donc, c'est très difficile et c'est sûr que les gens vont y penser longtemps là, avant de se rendre. Ça me ramène au stress minoritaire que des fois on aborde dans nos formations, qui est en fait, c'est un stress supplémentaire que certaines personnes qui vont faire partie, par exemple, de la minorité sexuelle ou de genre, comme nous, avec lesquelles les personnes qu'on travaille, mais aussi ça pourrait être un stress minoritaire par rapport à ses origines ethniques. Donc, c'est un stress, en fait, qui va être supplémentaire qu'une personne, par exemple, qui va être blanche, cisgenre et hétérosexuelle n'aurait peut-être pas, parce que c'est quelque chose que la personne va appréhender de se faire juger, de se faire mégenrer, de pas se faire poser des bonnes questions. Fait que c'est ça un peu que tu décris dans le fond, ce genre de stress minoritaire-là. Ben, c'est des couches de victimisation, de vulnérabilité. Puis, tu sais, c'est sûr que ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben c'est sûr que déjà, c'est des petits milieux, hein, c'est des villages, tu sais, c'est des petits endroits. Donc, puis pour la communauté LGBT, de dénoncer déjà que la communauté LGBT, si le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est petit, mais les communautés LGBT, c'est des petits milieux aussi. Fait que de dénoncer quelqu'un qui fait partie de ma communauté, dans ma communauté, au Saguenay, à Chicoutimi, à Dolbeau, tu sais, je veux dire,
Le message, il circule vite, là. Mm-hmm. Le message circule très vite. Puis, ce que les personnes nous disent aussi, c'est que des fois, c'est difficile parce que la communauté étant déjà stigmatisée, on ne veut pas encore, en dénonçant ou en allant voir les policiers, en allant témoigner, on ne veut pas stigmatiser encore plus notre communauté à laquelle on appartient. Fait que parce qu'on veut protéger un peu cette... la réputation. La réputation, on veut... Fait que c'est pour ça, entre autres, que aussi les gens vont ça fait partie des enjeux qu'on doit prendre en compte aussi, là, comme intervenante, quand on reçoit un dévoilement d'une personne LGBTQ+, ben, on doit prendre ça en considération parce que c'est doublement difficile, là, puis souvent, ben, on a des amis communs, tu sais, fait que c'est très difficile. Ouais. Si je peux faire du pont, justement, le podcast, je ne sais pas s'il va déjà être sorti à ce moment-là, mais on a fait un podcast avec une personne qui travaille dans la police, puis la personne, justement, nous disait qu'il y avait une augmentation des dévoilements d'agressions à caractère sexuel ou de violence conjugale, peu importe, dans les couples de même sexe. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a rien de génial là-dedans, mais au final, lui, ce qu'il voyait, c'était surtout une augmentation de la confiance que les gens ont envers le corps policier, donc que les gens sont plus à l'aise de dévoiler cette violence-là et non nécessairement une augmentation de la violence, mais plus une augmentation du dévoilement. Fait que, tu sais, quand même quelque chose de positif. Oui, vraiment. Là, tu sais, on parlait de l'historique des lois, des droits des personnes LGBTQ+. On a une amélioration. Puis ici, en région, on a quand même, en tout cas pour côtoyer des partenaires policiers dans le travail au quotidien, on a quand même une très belle ouverture puis une volonté de bien faire le travail puis d'être inclusif dans les pratiques. Fait que ça, c'est très positif. Puis effectivement, c'est vrai qu'on a plus de personnes qui vont dévoiler, puis qui vont demander de l'aide, le soutien. Puis, tu sais, c'est bien qu'on puisse avoir des alliés, des bons alliés pour être capable de bien recevoir puis être bien outillé pour mieux intervenir avec ces personnes-là, justement, puis les accompagner. Tu sais, donc, je trouve ça très bien, effectivement. Puis, au niveau des agressions sexuelles, on en entend beaucoup parler, généralement, mais quelle forme ça pourrait prendre? Là, tantôt, on a parlé un peu de cyberflashing, là, qui était les photos non sollicitées. Quelle spécificité il pourrait y avoir pour des personnes des communautés LGBT? Bien, toutes les agressions qu'on peut vivre, là, en général, s'appliquent dans un contexte LGBT. Effectivement, quand on parle d'agression sexuelle, harcèlement sexuel, quand on va parler aussi d'abus sexuels, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la communauté. Là, on peut rentrer aussi dans tout ce qui est exploitation sexuelle aussi, qui peut s'appliquer autant à la population hétéro-cisgenre, mais dans un contexte LGBT, on le retrouve beaucoup. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi là, au niveau de l'exploitation. Il y a des personnes qui recherchent certains types de personnes qui vont recruter assez rapidement, les jeunes personnes aussi. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont vulnérables aussi, donc des fois vont avoir peut-être plus, vont avoir vécu du rejet familial, tu sais, des fois avec les coming out, des fois les familles sont pas toujours, des fois il va y avoir des comment on dit ça, vont être expulsés de la maison ou dire non, nous, on n'accepte pas ça. Donc, c'est des personnes qui vont se retrouver un peu seules à elles-mêmes. Donc, des fois, vont se tourner vers d'autres personnes qui pensent être de confiance. Et qui leur disent, ben moi, je vais t'accepter, moi, je t'accepte comme tu es, je vais t'aider. Bon, t'es beau, t'es belle comme t'es. Voilà, puis qui tranquillement vont les amener dans un cercle vicieux qui peut être de l'exploitation sexuelle, finalement, puis les personnes ayant vécu certains rejets, dépendamment, c'est pas tout le monde qui rejette ces idées-là, il y a des belles histoires de personnes qui acceptent, puis que ça va super bien se passer, le coming out, mais c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Donc, c'est vraiment une période de fragilité, là, si vraiment les gens... Ce qui peut nous amener à nous tourner vers d'autres personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes. Des fois, on a des personnes bienveillantes, heureusement, là, qui sont la famille choisie, là, qu'on appelle... qui sont des termes qu'on utilise beaucoup, mais
C'est ça. Ça serait quoi, mettons, la famille? Je vais te laisser développer là-dessus. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce... Ben, la famille choisie, en fait, c'est souvent... c'est des amis, souvent, ou des proches qu'on va choisir, qui sont notre famille choisie. Des fois, avec notre famille de sang, ben, des fois, ça va pas... on les a pas choisis. Des fois, ça va très bien, mais des fois, il y a des situations qui peuvent être très conflictuelles, un rejet familial. Donc, souvent, on utilise ce terme-là pour décrire un peu les gens autour de nous qu'on choisit de faire entrer dans notre vie, puis qui vont avoir le rôle souvent de famille, mais qui peuvent répondre aussi à des besoins matériels, logement, nourriture et tout ça. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Puis des fois, les gens, ben c'est ça, vont se tourner vers des personnes qui vont être un peu plus malveillantes, puis qui vont peut-être... Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve quand même beaucoup là, au sein de la communauté, qui peut prendre cette particularité-là au niveau de l'exploitation sexuelle, dû des fois à des possibles rejets familiaux et tout ça. Donc, je dirais que, entre autres... au niveau des particularités, là, c'est ça qui me vient en tête. Oui, justement, je voulais aborder aussi le stilting, qui est une forme d'agression à caractère sexuel aussi, là, qu'on retrouve au sein de la communauté LGBTQ+. Aussi ailleurs, là, je veux dire, pour la communauté cis hétéronormative, mais c'est vraiment le retrait du condom durant l'acte sexuel, donc sans le consentement de l'autre personne, parce que c'est vraiment, en fait, des risques de transmission de maladies transmissibles sexuellement, de VIH, tout ça. Donc, ça fait partie vraiment là, des agressions à caractère sexuel qu'on retrouve là, dans tout ça, qu'on voit là, de temps à autre. Là. Donc, c'est sûr que ne faut pas sous-estimer les conséquences que ça peut avoir chez la victime, finalement. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est de prendre un risque sans le consentement de l'autre, là, dans Exactement. le sens que la personne demande quelque chose, puis dans son dos, on le fait d'une autre façon. Donc, la personne a consenti une relation sexuelle protégée et non protégée. Fait que ça doit être en effet un choc de se rendre compte à la fin de la relation que finalement, ça n'a pas été respecté, cette entente-là, on va dire. Oui, exactement. Puis, tu sais, tantôt, là, j'aurais peut-être ajouté aussi une autre forme d'agression à caractère sexuel, souvent dans un contexte intime. Des fois, il va y avoir échange de photos intimes, par exemple, à un partenaire, mais que des fois, il peut y avoir un rapport de force puis des menaces aussi de dire, OK, ben moi, si tu ne fais pas telle chose, je vais envoyer ta photo. Je vais publier ta photo sur les réseaux, je vais l'envoyer à nos amis, Donc, ils vont demander des faveurs sexuelles. Des fois, tu sais, tantôt, je parlais du double, triple dévoilement. Bien, des fois, les parties intimes, tout ça, si on a affaire à une personne qui fait une démarche de transition, tout ça, ça peut être un outing. Ça peut être aussi un double dévoilement, un triple dévoilement. Donc, des fois, ça peut être, OK, si tu fais pas ça, je vais dévoiler ton orientation sexuelle, je vais faire ton outing. Utiliser ça un peu comme menace. Oui, comme du chantage. Fait que, tu sais, ça, on peut le retrouver aussi dans les formes d'agression à caractère sexuel, du chantage. Dire, OK, là, je te demande telle faveur, sinon... je fais ton coming out forcé. Mm-hmm. Sinon, c'est ça, parce que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le outing, c'est un coming out, dans le fond, un dévoilement d'orientation sexuelle sans le consentement d'autres personnes. Oui, parce que ça, c'est une forme de violence, assurément, là. Donc, tu sais, les personnes, des fois, vont être un peu contraintes à cette menace-là, finalement. Mm-hmm. Donc, c'est d'user de ce contrôle-là et de menacer en échange de faveurs sexuelles. Donc, ça, ou d'argent, ça pourrait être aussi. Ou, tu sais, là... voilà. Fait qu'on joue avec les vulnérabilités des personnes. Mm-hmm. Donc, ça pourrait prendre une particularité aussi, là. Puis, on dirait que ce que je me rends compte aussi, tu sais, au début, tu parlais de prendre des photos puis de menacer, tu sais. Oui, menacer avec l'orientation sexuelle, mais tu sais, ça peut être... C'est le genre de choses qu'on peut voir aussi entre deux personnes, un homme et une femme, là, tu sais. Fait oui, c'est vraiment. Pas... On voit que les violences à caractère sexuel sont pas non plus différentes. Tant non, il y a quand même... absolument pas. Ce qui se trouve dans une relation hétéro peut aussi se retrouver... Tout à fait. La différence, là, la particularité, je dirais que des fois, en plus de publier les photos, par exemple, ben, c'est que là, ça pourrait comprendre un double, triple dévoilement. Pas dévoilement d'une agression sexuelle, mais c'est que en publiant l'image à connotation sexuelle, ben, on dévoile aussi les organes, on peut dévoiler des organes génitaux qui sont personnels, puis qui viennent aussi dévoiler peut-être une autre, tu sais, que la personne, par exemple, fait une démarche de transition. Donc, tu sais, tu comprends, la nuance est là. Un peu plus, parce que ça ajoute des couches de victimisation. Je comprends. Donc, dans l'intimité et dans l'orientation sexuelle aussi, là. Fait que, c'est ça.
Parfait. J'aimerais ça qu'on parle des mythes ou préjugés. Là, je sais qu'il y en a quelques-uns que tu abordes dans la formation, puis je trouve que ça pourrait être intéressant pour certaines personnes là, de démystifier. Le premier, c'est qu'il y a plus de violence sexuelle chez les couples hommes-hommes dû à la testostérone. Ben, c'est effectivement un préjugé, un mythe qu'on entend souvent. Ça n'a vraiment pas de lien avec la testostérone ou le fait que c'est homme-homme. En fait, c'est que quand on parle de violence de violence sexuelle ou dans une relation intime amoureuse, ben, c'est un rapport de force qui s'installe entre deux personnes. Donc, même dans un rapport homme-femme, la femme peut être en position, peut prendre un contrôle par rapport à l'homme. Donc, dans les relations homme-homme, c'est un rapport de force qui s'installe entre les deux personnes. Donc, ça n'a pas de lien. Ça peut se retrouver dans un couple femme-femme aussi. C'est vraiment une dynamique qui est là. Donc, c'est pas spécifique. Il n'y a pas plus de violence conjugale dans les couples homme-homme que dans les couples femme-femme ou que les couples... Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de lien avec le genre assigné à la naissance là, ou l'identité de genre de la personne. Donc ça, ce serait une fausse pensée qui serait là pour les personnes de la communauté. Il y aurait aussi le fait d'avoir été victime d'agressions à caractère sexuel dans l'enfance peut modifier l'orientation sexuelle d'une personne. Ça, souvent, on l'entend. Oui, c'est vrai qu'on l'entend effectivement. Par contre, il y a vraiment des études qui démontrent que dans le fond, ce n'est pas l'agression qui va changer, à elle seule, en fait, qui va changer l'orientation sexuelle de quelqu'un. L'orientation sexuelle, l'attirance sexuelle ou amoureuse qu'on peut avoir pour un partenaire de même sexe, un ou une partenaire de même sexe, ça ne s'invente pas. En fait, on ne peut pas inventer une attirance pour un choix, quelqu'un. Ce n'est pas un choix. C'est là, c'est tout. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que souvent, on a des personnes qui pourraient, par exemple, être attirées par les hommes, les femmes, mais qui feraient un choix de dire, ben moi, j'ai été déçue souvent par, exemple, la jante masculine, donc moi, j'ai une perte de confiance, peut-être. Tu sais, mais c'est vraiment pas... Ça n'a pas de lien. L'agression n'a pas de lien avec le changement ou ça ne modifie en rien l'orientation d'une personne. C'est là, c'est tout. Ce n'est pas un choix, c'est tout. T'sais. Donc, c'est une fausse pensée populaire qui est là. Mais c'est ça, c'est que des fois, c'est un bris de confiance. Au même titre que si moi, je suis en couple dans plusieurs relations, par exemple hétéro, puis que je suis déçue pendant 5-6 fois, ben, je peux avoir une perte de confiance, puis plus vouloir être en couple, ou plus vouloir... Fait que, tu sais, ça n'a pas de lien avec ça, du tout. Donc, c'est bien qu'on puisse en parler pour démystifier un peu ça, là, parce que... C'est vrai qu'il y a cette pensée-là. Puis même chez les victimes elles-mêmes, des fois, il y a des victimes qui pensent ça. Qui pensent, OK, ben moi, je suis homosexuelle parce que j'ai vécu une agression sexuelle. Fait que même auprès des victimes, des fois, il faut démystifier ça. Ça n'a pas de lien. D'accord. Il y aurait aussi dans les relations sexuelles queer, on en parle un peu le terme queer dans le premier épisode, mais en fait, toute relation qui sort de l'hétérosexualité, on tente la plupart du temps de reproduire des rapports qui ressemblent aux pratiques hétérosexuelles, comme par exemple pénétration, rôle féminin-masculin, etc. Oui, c'est vrai que... c'est vrai qu'on l'entend, puis on a cette... Même dans la pornographie ou dans les images qu'on voit, on représente beaucoup une pratique qui est typiquement hétéronormative, comme tu dis, la pénétration ou quoi que ce soit. Par contre, ce n'est pas tous les couples qui utilisent les mêmes pratiques sexuelles. Donc, il peut y avoir femmes n'utiliseront pas nécessairement pénétration. Là, je veux dire, c'est pas comme une femme qui a le rôle masculin et une femme qui a le rôle féminin. Ça marche pas toujours comme ça. Tu sais, c'est vraiment, ça peut prendre toutes les couleurs possibles dans une relation homosexuelle, par exemple, puis où les pratiques peuvent différer de la relation typique là, qu'on a en tête. Donc, ça peut prendre vraiment différentes couleurs, différentes nuances. Donc, c'est vraiment pas... c'est que des fois, c'est vrai qu'on a cette tendance-là de penser qu'il y a une manière d'avoir des rapports sexuels, mais c'est pas toujours satisfaisant pour tout le monde ou ce n'est pas toujours la représentation de la réalité là, dans les couples LGBTQ+.
Oui, puis justement, tu sais, de toujours ramener un peu au coït, à la pénétration, à ce genre de rôle qu'on peut imaginer, ben c'est comme de banaliser un petit peu là, les autres actes sexuels. Puis encore une fois, ça revient, tantôt on en a parlé un peu, tu sais, les agressions sexuelles que certaines personnes pourraient vivre qui penseraient même pas que ça en est parce que c'est tellement pas représenté comme étant une relation sexuelle que les gens vont penser que ben c'est pas une agression sexuelle vu que c'est pas considéré comme une relation sexuelle d'après la représentation, mettons, hétéronormative. Ah oui, c'est clair que ça peut banaliser différents types de relations, là, clairement. Puis ça peut avoir comme effet, justement, de banaliser, comme tu dis, les dévoilements. Parce que la pensée populaire d'une agression à caractère sexuel, c'est vraiment... Souvent, on a la pensée de la ruelle, la fille qui se promène dans la ruelle puis qui se fait agresser d'une manière très agressive et violente, alors que souvent, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens en qui on a confiance, c'est des proches, c'est de la... Tu sais, donc souvent, ça se passe, puis c'est plus insidieux, c'est plus... c'est, comment je pourrais dire, on le voit pas, c'est pas toujours aussi clair qu'on pense. Donc, vraiment, ça peut s'installer tranquillement, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas bien, on se rend compte qu'on vit des choses, on vient qu'on craint telle personne, on évite les moments où est-ce qu'on rencontre cette personne-là. Donc, c'est vraiment... c'est pas toujours aussi clair. Puis c'est pour ça qu'aussitôt qu'on a un malaise, qu'on n'est pas bien ou qu'on sent que, bon, on n'est pas respecté, bien, que c'est important d'en parler, c'est clair. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé vraiment non plus, mais... il y a aussi des agressions qui existent qui sont qui se veulent un peu correctives. Je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais je trouve ça juste important de l'amener dans le sens que des fois, il peut y avoir des personnalités qui, par exemple, une femme qui est lesbienne pourrait se faire dire par un homme, par exemple, ben, c'est parce que tu n'as jamais connu c'était quoi un vrai homme. Donc, on va essayer de convaincre, de corriger l'orientation en envoyant, par exemple, des photos, en envoyant telle chose. Donc, ça pourrait prendre d'autres couleurs, mais ça aussi, ça pourrait être quelque chose qu'on retrouverait qui est plus spécifique dans la communauté. Mais c'est pour ça que c'est important, quand on vit ces genres de choses-là, d'en parler. Si on a un malaise, si on ne se sent pas bien, si on sent qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais qu'on sent qu'il y a un malaise, je ne suis pas respectée, je ne suis pas capable de mettre le doigt sur quoi exactement. Des fois, il y a beaucoup la culpabilité aussi de la personne. J'ai-tu été trop provocante? Est-ce que j'ai démontré Est-ce que j'ai été trop proche de cette personne-là? Donc, tu sais, mais il ne faut pas hésiter à aller voir, tu sais, à aller en parler. D'ailleurs, ça m'amène à ce serait quoi, mettons, les ressources au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des personnes qui, je sais pas moi, qui nous écoutent aujourd'hui puis qui font comme « Ah ouais, je me sens comme pas bien, justement. J'aurais besoin de parler à quelqu'un. Ça ressemble à quoi? Comment on fait? » C'est quoi la prochaine étape? Il y a plusieurs ressources qui existent. C'est sûr qu'au niveau de Diversité 02, on peut offrir cet accompagnement-là pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre qui vivent des formes d'agression à caractère sexuel. Donc, il y a la possibilité de nous contacter. Il y a aussi les CAVAC qui sont là, qui sont les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qui peuvent accueillir toutes les clientèles, là, donc femmes, hommes, enfants, peu importe, là, de tout genre. Donc, il y a toute forme de violence. Ça peut être aussi témoin. Donc, il y a les CALAX qui existent aussi, qui sont les centres d'aide et de lutte aux victimes d'agression à caractère sexuel aux femmes. Donc, vraiment, ça, c'est pour les personnes qui vivent des formes d'agression sexuelle, c'est vraiment une belle ressource aussi qui existe. Il y a toutes les maisons d'hébergement pour femmes, pour hommes, les personnes en difficulté. Toutes les maisons d'hébergement, il y en a vraiment beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça, c'est tous des beaux milieux qui sont très sensibilisés, outillés pour tout ce qui est violence conjugale, violence à caractère sexuel. Donc, il y en a vraiment plusieurs. C'est sûr qu'il y a toujours les policiers, les partenaires policiers-policières qu'on peut porter plainte. Donc, il y a toutes ces possibilités-là qu'on peut faire là, pour aller demander de l'aide là, si vraiment ça va pas bien. Sinon, tout simplement d'appeler dans une des ressources que je viens de mentionner. Puis souvent, il y en a beaucoup qui vont référer, qui vont, tu sais, vraiment dépendamment de la situation spécifique à chaque personne, qui vont essayer de trouver la ressource la plus appropriée pour la personne. Donc, tu sais, je pense qu'avec ça, là, c'est quand même... ça peut quand même bien répondre là, aux besoins en tout ce qui a trait à la violence. Bien, merci beaucoup, Roxane, pour vrai. Super épisode. Je pense que ça va pouvoir permettre de démystifier quelques petites particularités. Donc, je te remercie. Bien, merci à toi. C'était super le fun. Bye.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.